Bienvenue dans Les Destins Flottants, le podcast au sujet des croyances limitantes en voie de devenir illimitées. Je suis Anaïs Leduc et depuis mes 15 ans, je m'intéresse au comportement humain à travers la philosophie, la psychologie et la psychanalyse. Sur ce podcast, je vous emmène à la découverte de personnalités inspirantes qui ont dépassé leurs croyances afin d'atteindre leurs objectifs. Ils sont explorateurs, aventuriers, comédiens, musiciens, entrepreneurs. Tous et toutes ont opéré à des changements de perception afin de transformer leur destin. Laissons-les nous inspirer afin de dépasser nos propres peurs. Bonjour et bienvenue dans cet épisode des Destins Flottants avec Linda Bortoletto. Donc je suis super heureuse de te recevoir aujourd'hui, Linda. Bonjour Comment Anaïs. ça va aujourd'hui ? Ça va très bien. Merci de me recevoir dans ton podcast. Ancienne capitaine de gendarmerie, Linda a tout quitté à 30 ans pour réaliser son rêve de devenir exploratrice. Sa vocation est d'explorer les régions méconnues du monde, les autres et elle-même. Donc, auteure du livre Le souffle des Andes, elle relate son expérience de l'été 2019. Alors qu'elle parcourait seule en Turquie le trek du chemin des Soufis, Linda faillit mourir dans les montagnes d'Anatolie centrale, victime d'une agression dont elle réchappa par miracle et qui la laissa dévastée. Quelques mois plus tard, elle décidait de se lancer dans un périple de résilience et de purification en affrontant l'un des treks les plus difficiles de la planète, le Greater Patagonian Trail, qui, depuis Santiago du Chili, traverse les Andes sur 3000 km non balisés, absolument sauvages, dangereux aussi, où règnent donc les 4 éléments. Voilà, donc je suis très heureuse de te recevoir, Linda, pour relater toutes ces expériences. Alors, donc je commence par une question plutôt simple. Donc, enfant, qu'est-ce que tu désirais ? Je crois que je désirais déjà outrepasser les limites. Ça a été quelque chose qui est arrivé très tôt dans mon enfance. En plus, mon père étant un ancien militaire, il avait quand même ce don pour fixer pas mal de limites. Et moi, j'étais une enfant très sage, donc je disais oui. Mais dès que je pouvais, je faisais le contraire. Comme par exemple, je me souviens quand j'étais jeune ado, je voyais ma meilleure amie qui habitait dans le même village que moi. J'ai grandi à la campagne, dans la Somme. Et elle avait le droit de rentrer à 9h30 du soir. Et moi, je pouvais pas. Et donc, en fait, je faisais style, j'allais dans ma chambre et je ressortais. En fait, je faisais le mur, quoi. Je ressortais dès que mon père avait le dos tourné pour pouvoir rejoindre ma meilleure amie. Et donc, ça s'est toujours traduit voilà, dans ce désir d'aller au-delà des limites qu'on fixait, au-delà des barbelés qui entouraient ma maison. Donc, j'allais à travers champs, à travers bois. Et dans mon choix, après, donc je me suis engagée dans l'armée. Je pense que j'avais aussi ce goût déjà très présent, très inné quelque part du dépassement. Du dépassement physique et mental, alors ? Du dépassement en général, physique, mental, voilà. Quand j'ai choisi de rentrer dans l'armée, par exemple. Donc j'étais au lycée à cette époque-là quand je fais ce choix pour devenir mon rêve en fait c'est devenir pilote de chasse et j'étais une fille, j'étais toute maigrichonne, je pesais à peine 50 kilos et tous les garçons se moquaient de moi, ils me disaient c'est n'importe quoi, tu vas jamais y arriver et donc il y a voilà ce goût du défi, du challenge et par rapport à soi, mais aussi par rapport au regard de l'autre à cette époque-là. D'accord. Et alors, est-ce que tu as essayé de concrétiser donc ce rêve de devenir pilote de chasse ? Comment ça s'est passé ? Oui, parce qu'en fait, du coup, j'ai passé le concours de l'école des officiers de l'armée de l'air, qui permet, entre autres, de devenir pilote de chasse, que j'ai réussi. Malheureusement, j'ai une scoliose qui a été détectée parce qu'en plus de la section académique, il y a la section physique. Et là, on me dit, écoute, c'est très bien, mais on me met inapte physique, inapte médicale au pilotage d'avions de chasse.
d'avions de transport et d'hélicoptères. Donc en gros, je suis dans l'armée de l'air, je suis clouée au sol. Malgré Ah tout, je oui. fais toute la formation militaire, et sauf que je suis hyper frustrée et je me dis, à 20 ans, être déjà frustrée, c'est mal barré dans ma vie. Euh, donc, je fais le choix de quitter l'armée de l'air pour rejoindre, en fait, la porte de sortie que j'avais, sans repasser de concours, c'était de rejoindre l'école des officiers de la gendarmerie. Et donc, c'est comme ça que je me retrouve officier de gendarmerie à 24 ans. D'accord. Et alors là, quel était le rêve que tu souhaitais concrétiser, donc en étant officier de gendarmerie? Alors là, je dirais, j'avais un peu mis mes rêves de côté parce que c'était une époque, l'armée, je pense que tout le monde pourra le deviner, c'est un système qui est hyper cadré, hyper rationnel, hein. On n'est pas là à travers le prisme des émotions ou du rêve, hein. C'est un métier, hyper pragmatique, hein. Et quand j'étais en gendarmerie, j'étais en poste de commandement. Je commandais 150 gendarmes, donc j'étais vraiment dans une sorte de fonctionnement. Donc j'étais à mon poste et je faisais la mission qui m'était confiée, hein, c'est-à-dire m'occuper de la sécurité, en l'occurrence du nord de la France, parce que j'étais affectée à Roubaix, dans le nord de la France. Et donc, j'étais dans un état d'esprit ultra rationnel. Je me suis mariée à cette époque-là aussi, et donc je suivais vraiment un peu les rails de la société sur lesquels moi-même je m'étais engagée, mais les rails de la carrière, de la réussite sociale, où tout sur le papier était brillant, sauf qu'à un moment donné, pour répondre à ta question du rêve, quand est-ce que mes rêves sont revenus? C'est quand j'ai 28 ans, mon père meurt, et c'est là où j'ouvre soudain la question, les yeux en fait sur mes émotions, et où je me rends compte que je me suis complètement perdue dans cette carrière, dans ce milieu, dans ce cadre dans lequel je me suis moi-même enfermée. Et et les questions commencent à émerger finalement. Qu'est-ce que je veux? Qui suis-je? Quel est le sens de la vie? Quel est le sens de ma vie? Et c'est là en fait je renoue avec mes premiers rêves en me disant mais finalement qu'est-ce qui m'a amené là? Pourquoi je me suis perdue? Pourquoi je me sens pas à ma place? Et bien en fait je me rends compte qu'au départ, quand je rentre dans l'armée, comme je disais tout à l'heure, j'ai ce goût du dépassement, mais c'est ce goût du dépassement, en fait, c'est un goût pour l'aventure, mais également un goût pour la liberté que j'avais pas mesuré. Et c'est au moment où mon père meurt, où tout d'un coup je sens une forme de libération que mon père me transmet, en mourant, parce que c'est ce que j'ai ressenti au moment de sa mort. Et j'ai ressenti qu'il me transmettait ce message: libère-toi. Et à partir de là, je me dis, plutôt qu'attendre de réaliser ce dont je rêve, je vais le faire. Donc en fait, ton papa qui était lui-même militaire, Oui. au moment de sa mort, donc ce qui paraît, paradoxal, c'est lui enfin tu sens qu'il te dit de te libérer. Oui, oui, Alors comment c'était une expérience mystique à ce moment-là. C'est parce que je m'en souviens extrêmement bien, c'est 3 jours après sa mort, on est en train d'organiser les funérailles, et donc j'ai un grand frère, qui a 7 ans de plus que moi. On est là dans la maison familiale, on est triste, hein, profondément, parce que, voilà, enfin la perte, d'un de ses parents, c'est toujours beaucoup de souffrance. Et tout d'un coup, de façon complètement contradictoire, je ressens une sorte de joie, mais un sentiment puissant de joie et de légèreté qui se saisit de moi. Et c'est à ce moment-là que je reçois ce message, mais sans vraiment le comprendre sur l'instant. Enfin, je le comprends, mais je le nie, en fait. Ça va me prendre plusieurs mois pour ensuite rassembler les pièces du puzzle. Mais je sens qu'il me dit, libère-toi. Et je sens qu'il est là, en fait, qu'il est là et qu'il m'accompagne. Et je suis persuadée que si j'ai pu changer de vie aussi
brutalement, je dirais pas facilement parce que c'était quand même beaucoup de torture intérieure, mais aussi rapidement. Enfin, ça m'a pris 1 an et demi d'introspection, 2 ans d'introspection où j'ai démissionné, j'ai divorcé. C'est parce que je l'ai senti à mes côtés, à me guider, à m'accompagner dans cette nouvelle voie vers moi, vers quelque chose de plus profond en moi. D'accord, alors justement, on va parler de ce moment de bascule. Quel était tout d'un coup, donc tu avais une certaine conception de toi-même, je suppose, avant le décès de ton papa. Et quel a été le moment de bascule, en fait, quand ça a changé, comment cette conception a évolué? Tout d'un coup, quelles sont les qualités que tu t'es trouvée? Quelle a été la découverte de toi-même, en fait, pendant cette année-là? Je dirais que le point de bascule, ça a été de me reposer des questions à moi-même. C'est-à-dire que par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à mon histoire, comme j'étais, je le disais tout à l'heure, là, engagée sur ces rails quand même hyper rigides que constitue une carrière militaire, plus un mariage où tout se passait bien. Hein, c'était pas l'horreur, hein, attention, ça se passait bien. Sauf que euh, comme j'étais pas du tout en rapport avec mes émotions et je me posais pas de questions, je me disais pas que finalement oui ça se passait bien, mais est-ce que c'était vraiment moi cette femme donc j'ai terminé capitaine de gendarmerie avec mon ex-mari qui était aussi lui-même capitaine dans l'armée et euh, et en fait le point de bascule c'est donc qui a été matérialisé au jour de la mort de mon père, là, les jours qui ont suivi, ça a été tout d'un coup de me reposer une question, finalement, enfin déjà d'être face à mon mal-être, au fait que la femme que j'étais devenue n'était pas celle que j'étais intérieurement, et en fait je me rends compte que je me suis complètement égarée, et donc la question qui émerge, c'est bah, du coup, puisque je ne suis pas cette femme-là, celle que je suis devenue, qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Et où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie et quelles décisions je dois prendre? Et donc ça a été ça pour moi. C'est pas tant une qualité que je me suis découverte, si ce n'est finalement la qualité que je me découvre. Ça peut paraître un peu absurde dit comme ça, mais que finalement j'ai des émotions et que ces émotions elles me disent bah déjà je suis pas bien là où je suis parce que bah, je ressens un mal-être, j'étouffe et après du coup dans cette souffrance donc, qui vient en écho de la souffrance d'avoir perdu mon père. Par rapport à cette souffrance, du coup, je me dis mais comment je vais sortir de cette souffrance et du coup, où est-ce que je peux trouver, où est-ce que je peux retrouver ma joie de vivre? En fait, c'était ça le point de bascule. D'accord, super. Et donc justement, comment tu as retrouvé alors cette joie de vivre? Est-ce que le désir d'être exploratrice était d'un coup évident ou est-ce que ça a pris du temps? Ouais, ça a pris du temps parce que donc à cette époque-là, on est en 2011. Enfin, mon père meurt en 2009, donc il y a eu ces 2 années de questionnement entre le moment où mon père meurt et le moment où je quitte tout et je commence à voyager. Donc il y a le changement de vie à cette époque-là, on en parle peu, surtout dans mon milieu, que ce soit le milieu la fonction publique ou le milieu militaire. Il y a personne qui démissionne, quoi. Ça se fait pas. Enfin, à cette époque-là, ben moi je lis pas trop. Il y a pas trop de blogs qui parlent de ça. C'est beaucoup moins développé qu'aujourd'hui. Il y a pas de podcast qui parle de tout ça. Donc je me retrouve complètement isolée dans mes questionnements. Et donc Est-ce que tu as comment eu ça peur? s'est fait? Comment? Est-ce que tu as eu peur justement à ce moment-là? C'est pas de la peur, c'est une sorte de grosse obscurité, de se dire waouh, là c'est sombre. Comme j'ai dit, il y a eu beaucoup de souffrance parce qu'en plus j'entretenais un lien qui était très fort avec mon père, donc le fait qu'il soit plus là, ça a été un vrai vide. Euh,
et beaucoup d'obscurité, hein. Je souffrais, mais vraiment. Et donc je me suis rabattue à l'époque. Je sais que c'est pas très glorieux, mais je buvais énormément d'alcool, donc je sortais beaucoup. En fait, je fuyais ma souffrance. J'essayais de trouver des voies de sortie. Et finalement, c'est ça que ben, c'est pour ça qu'en fait, il y a rien qui est vain dans ce qu'on fait, dans ce monde de la nuit dans lequel je suis, donc le monde des bars. Je côtoie beaucoup de gens qui sont aussi en souffrance, hein, parce que c'est souvent ce type de personnes qu'on rencontre la nuit dans les bars. Tout à fait. Et en fait, je rencontre des artistes. À l'époque, en fait, je travaillais au ministère des Finances à Paris et j'ai déménagé. Donc, je me suis d'abord séparée, parce que ça, c'était une certitude. Il fallait que je me sépare. Donc je me retrouve à Montmartre. Je prends un appart à Montmartre et là c'est le monde des artistes de rue, donc des gens qui vivent au jour le jour, des peintres comme ceux qu'on voit à la place du Tertre qui vendent une toile et qui vont dépenser en bière et en vin ce qu'ils viennent de gagner. Et donc tout d'un coup je me dis mais il y a des gens qui vivent sans se soucier du lendemain. Et ça a été un vrai déclic dans ma perception de ma vie. Tu vois, quand tu parlais de qualité que je me suis découverte, parce qu'en fait quand on est dans une carrière, quand on est lancé dans une carrière quelle qu'elle soit, hein, que ce soit dans le privé, dans le public, dans l'armée, peu importe, ben en fait sur ces rails bah c'est facile, hein, il y a la paye qui tombe à la fin du mois, on réfléchit pas à tout ça. Et en fait il y a toujours cette crainte de bah, comment je vais vivre demain en fait. Et du coup finalement bah, moi je restais parce que bah, je veux dire c'est bien pratique, hein. Je payais mon loyer, mes factures, mes loisirs et donc le fait de voir ces artistes qui vivaient dans l'inconfort total et dont certains étaient même SDF, mais qui finalement avaient cette sorte de joie, peut-être une joie artificielle parce que bah, ils s'enivraient le soir, mais quelque part ils avaient cette joie malgré tout et je pouvais la ressentir. Ben ça m'a déculpabilisée et surtout ça m'a montré une façon de vivre autrement sans se soucier du lendemain. Et là je me suis dit bah déjà bah pourquoi tu restes dans cette carrière, parce qu'il y a une façon de vivre autrement. Et l'autre chose que ces personnes-là m'ont apporté, c'est un reflet par rapport à moi, c'est-à-dire que donc du coup, on est devenus amis, on sympathisait parce que bah, on passait beaucoup de soirées ensemble. Et en fait, je partais dès que j'étais en vacances, je partais en voyage. Et c'est eux qui, à travers leur regard, ils me disaient mais en fait, à chaque fois que tu rentres ou à chaque fois que tu nous parles de tes voyages, que tu montes tes photos, on voit une sorte de feu intérieur en toi. Enfin, puis ils me comparaient au phénix. En fait, on sent qu'il y a le phénix qui renaît quand tu parles de tes voyages. Et là, en fait, ça a résonné en moi, le fait de les entendre dire ça. Je me suis dit, bah, peut-être qu'ils ont raison et peut-être que finalement, bah, je peux faire de ces voyages, donc jusqu'alors, ces petites parenthèses que je m'accordais le temps de mes vacances, bah, peut-être que je peux en faire, ma vie. Et c'est à partir de là où j'ai décidé de me lancer en démissionnant et en voyageant, pour la première fois où j'ai voyagé plusieurs mois. Donc l'été 2011, je suis partie en Sibérie et en Alaska. Et après, en fait, ça n'a cessé de s'enchaîner jusqu'à aujourd'hui et ça fait 10 ans. Ah oui, donc tu as commencé fort alors avec la Sibérie. Ouais. Et, euh, et alors, ce qui est intéressant, voilà, donc c'est que finalement, cette sécurité qui te limitait, c'est-à-dire le fait quand tu dis le fait de ne pas se soucier du lendemain, c'est ça en fait, c'est qu'on arrête de vouloir assurer la sécurité. Euh, donc, je suppose que tes premiers voyages, tu as fait l'expérience du fait que tu pouvais enlever cette sécurité sans pour autant être dans l'insécurité. Euh, alors ça a été un peu plus complexe que ça, parce que le premier voyage, ça a été extraordinaire, évidemment, enfin avec cette liberté dont je parlais. Donc là, je l'embrassais à bras le corps. Et, euh, je me suis retrouvée en plus ce voyage complètement incroyable à vivre avec des nomades éleveurs de rennes en Sibérie, donc qui sont de tradition chamanique, donc à découvrir cette connexion avec la nature, les esprits de la nature. Donc finalement, c'est à partir de là que je me suis reconnectée
ma nature profonde, avec ce qu'on est tous, c'est-à-dire un être vivant en lien avec la nature. Et puis après, il y a eu ce voyage en Alaska où j'ai rencontré un sage Aléoute, donc du peuple Aléoute, où on a passé énormément de temps à parler de spiritualité, du lien avec la nature, parce que c'est pareil, c'est des peuples qui sont très en lien avec la nature. Et donc, je dirais, les questions de sécurité, d'insécurité que tu abordes, pendant le voyage, en fait, j'y pensais absolument pas parce que je vivais mon voyage à l'instant présent. En fait, ce qui a été compliqué, c'est au retour de ce premier voyage où tout d'un coup, je vis une expérience forte où pour la première fois de ma vie, je me sens totalement alignée avec qui je suis, où je vibre, en fait, par rapport à ce que je suis au fond de moi, où je me pose pas de questions. Et quand je rentre, retour aux réalités matérielles, parce qu'en fait, c'est cette sécurité, je pense qu'elle n'est qu'en lien avec le monde matériel dans lequel nous vivons, donc les problématiques financières notamment. Et là, je me retrouve de nouveau confrontée à ça. Et la question, c'est est-ce que je reprends un boulot classique? J'avais des propositions, mais toujours en lien avec ce que je faisais avant, donc en lien avec le monde militaire notamment. Et puis là, donc je vis uniquement sur mes économies, et la vie en France, et notamment là, j'étais encore à Paris, je voyais mes économies qui flambaient, qui fondaient comme neige au soleil. J'imagine. Et là, je stresse. Et là, tu vois, juste quand tu parles d'insécurité, là, je suis complètement plongée dans l'insécurité, et en fait, c'est la panique. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'en fait, reprendre un métier classique, ça ne m'intéressait pas. Et je me dis, mais je peux pas sacrifier le bien-être que je viens de vivre pour revenir dans le système, alors que finalement, j'ai fait le plus dur, j'ai déjà tout quitté, donc ce serait absurde. Et en fait, à un moment, j'ai cette sorte de saut de conscience, ce sursaut de conscience où je me dis, mais ce que tu as vécu là, c'est plus qu'une parenthèse, c'est pas juste un voyage, et tu repars dans une vie normale, plus cadrée, recadrée, on va dire. C'est ta vie. Et en fait, c'est là où j'ai reswitché justement par rapport à mes croyances et par rapport à ma conception. Je me suis dit, dis-toi que tu vas en faire ta vie. Et, euh, et, euh, et à partir du moment où je me suis mis ça en tête en disant, ce n'est pas qu'un voyage que tu as vécu, c'est ta vie, et tu vas construire ta vie en fonction de ça, en fonction de ton désir, en fonction de ce qui te fait vibrer, et bien là, tout s'est transformé. En fait, j'ai commencé à prendre des décisions, un truc très pragmatique, hein. Je suis partie m'expatrier en Pologne, où la vie, elle était beaucoup moins chère, où du coup, je pouvais plus, j'étais beaucoup plus sereine par rapport aux problématiques matérielles. J'ai commencé à travailler pour l'Alliance française, donc une association culturelle. Et c'est là où en fait j'ai rencontré mon compagnon, qui m'a apporté un ancrage émotionnel, ce qui a été aussi important dans mon cheminement. Et à partir de là, j'ai recommencé à voyager. Et en fait, tout s'est débloqué. C'est à partir de là où j'ai découvert qu'il y avait des gens qui donnaient des conférences. Donc à chaque fois que je rentrais de voyage, je me suis dit, moi aussi, je vais commencer à proposer des conférences en entreprise. Et en fait, c'est là où j'ai pu me sortir de cette insécurité, mais qui était avant tout dans mon esprit, pour construire ma sécurité au plan matériel. Oui, alors justement, j'aimerais en parler un peu plus de ce sujet-là pour nos auditeurs qui peuvent avoir très peur du manque d'argent, hein. Et alors, quels étaient donc les types de conférences que tu pouvais proposer aux entreprises? Parce que je suppose que quand on fait un voyage et qu'on en revient, on est plein de richesses évidemment, de richesses intérieures et visuelles bien sûr. Mais quelles sont là on se demande tout de suite quelle est la plus-value que tu peux donner dans un monde encore compétitif, encore cadré. Comment tu peux te servir de ça en fait? Alors, au départ, ça a été super compliqué justement, se dire qu'est-ce que je propose aux entreprises. Et en fait, les premières entreprises avec lesquelles j'étais en relation, alors ça m'a demandé, je dis ça,
au départ, parler et se vendre, parce qu'en fait, c'est comme ça que ça marche. Il faut savoir vendre son profil à une entreprise. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que je ne savais absolument pas vendre qui j'étais, mon profil, ce que je faisais. Enfin, justement, je connaissais pas ma plus-value. Et c'est à force d'entretien que je me suis rendu compte que ce qui retenait l'attention des personnes que je rencontrais, c'était mon profil, le fait d'avoir été une ancienne de l'armée, en fait, d'avoir été officier de gendarmerie très tôt, d'avoir eu à 24 ans 150 gendarmes sous mes ordres, et tout d'un coup switcher, se dire j'ose en fait cette audace d'avoir tout quitté pour vivre mes rêves d'aventure. En fait, c'était plus ce qui les a interpellés, et du coup c'est les conférences que je proposais, et c'est d'ailleurs le sujet même de ton podcast, c'est à un moment comment aller au-delà de nos propres limites pour réaliser quelque chose qui nous fait vraiment vibrer. Et du coup, aller dans la créativité, aller dans un épanouissement de soi au plan individuel, mais également au plan collectif. Et en fait, ça passe par du dépassement. Donc en fait, tous mes discours, je les tournais, en fait, je m'appuyais sur ma propre expérience de vie, qui était pas tant le voyage finalement, mais plus cette démarche intérieure de dépassement qui me permettait en fait de réaliser des choses qu'on pense impossibles. Et c'est ce type de conférence que je donnais en entreprise. Et ça, c'était au début. Sauf que, en fait, ensuite, la demande a évolué et j'ai constaté, notamment depuis 3 ans, il y a, il y a de plus en plus dans les entreprises une recherche du mieux-être. Et ce que je trouve très bien, parce que justement, tu parles de ce monde ultra productif, compétitif. Et moi, en fait, justement, je suis pas du tout dans ce discours-là, hein, parce que je pense que c'est ce qui a créé justement le mal-être qu'on peut vivre individuellement et collectivement. Et en fait, il y a ce questionnement qui a commencé à émerger, mais c'est très récent, je l'ai vu depuis 3 ans, sur comment mieux aller, et notamment de la part des dirigeants qui se sentent submergés mentalement par le nombre de défis auxquels ils doivent faire face au quotidien, là, avec la globalisation. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises que je rencontrais, c'est pas des grosses entreprises, mais des entreprises locales. C'est le mec qui a créé son entreprise euh, d'ophtalmologie, c'est les commerçants locaux, et donc en fait il y avait une sorte de ras-le-bol. Également par rapport au monde médical, j'ai fait des conférences pour beaucoup de médecins en fait, qui même se sentaient se déshumaniser dans le rapport au patient. En fait, ils se rendaient compte qu'en fait, qu'ils devenaient complètement inhumains. Ils prenaient le patient un peu comme à la chaîne, et du coup, ils en ressentaient un mal-être parce qu'ils ont déshumanisé leur relation. Et en fait, donc mon discours s'est transformé, et ce qui m'allait davantage sur comment se recentrer sur soi, comment réinjecter de l'humain dans l'entreprise, le rapport à l'autre. Et c'est en fait ça, c'est ce qu'on apprend dans le voyage, c'est comment communiquer avec une personne dont on parle pas, dont on n'a pas la même culture, dont on n'a pas la même langue. Euh, et comment créer un lien humain par-delà les codes culturels, et ça passe par l'écoute, l'ouverture à l'autre, l'empathie, l'altruisme, la compréhension de l'autre. Et donc en fait, voilà comment mais ça c'est très récent, j'ai modifié mes conférences. Et après la pratique, parce que c'est ce que je fais aussi, de la méditation, la marche, comment à un moment se pacifier, apaiser son esprit. Donc je parle beaucoup du rapport à la marche et à la méditation qui nous permet de trouver le silence en soi pour mieux se sentir, se sentir mieux avec soi, et du coup mieux s'ouvrir à l'autre. Ah, c'est super intéressant et c'est super que tu parles de ça parce que justement en ce moment je suis en plein dedans dans une société occidentale que j'ai fui en fait, que je trouve voilà, trop cadrée, trop compétitive et toujours à se focaliser sur le résultat et sur des chiffres au-delà de se focaliser sur l'aspect humain qui est extrêmement enrichissant. Et ici au Brésil, on a vraiment j'ai l'impression de tout réapprendre en fait, réapprendre à sentir les plantes, réapprendre à
observer la nature, apprendre à sentir les gens et à plus analyser, en fait. Ouais, C'est-à-dire sentir avant d'analyser. ouais, Et ça, en fait, c'est quelque chose dont on manque énormément en Occident et donc on se laisse déborder par toutes ces tâches ouais, qu'on a à faire. Voilà, quand on dirige une entreprise, en fait, on va tout de suite, donc voilà, se sentir submergé parce qu'on a énormément de choses à faire et on va essayer de tout analyser pour prendre une décision. Là où, en fait, il faut sentir et faire complètement. confiance à son instinct et son intuition. Mais comme on est complètement déconnecté de ça, de par la force du capitalisme et de la globalisation en général, hein, Ouais, et aussi de tout ce qui nous empêche de nous reconnecter à la nature et à nous-mêmes. Donc là, je vais parler de la technologie, bon, voilà. C'est tout est fait pour qu'on se déconnecte de ça, alors que la réponse est là, justement pour nos projets, en fait, pour ouais, nos décisions. Et l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire que souvent on a un peu ce jugement du monde ésotérique qui dit que ah bah non, moi j'y crois pas, je ne fais confiance qu'en la médecine, qu'en la science. Mais en fait, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que si tu as une maladie, par exemple, il faut à la fois soigner le physique, hein, bien sûr, hein, va chez le médecin, prends les traitements qui sont importants, mais aussi le corps spirituel qui est lui aussi abîmé en fait. C'est tout est lié. ouais. Et à partir du moment où on pense que c'est délié, bah là on se sent submergé effectivement, ouais, ouais. Ah oui, mais bah, ouais, je te rejoins totalement et il y a une prise de conscience, mais enfin, des fois c'est dans l'inconscient, c'est-à-dire que les gens ressentent un mal-être et parce que aussi on n'a pas été, enfin pour moi il faut revoir l'éducation quoi, ça passe dès l'enfance. On voit bien que dès l'école, en fait, on nous apprend pas du tout ça quoi. Et donc c'est enfin déjà désapprendre ce qu'on nous a appris, il y a un réapprentissage de tout ce que tu viens de citer, quoi. Et les gens, donc en fait, quand ils disent ouais, je suis mal, alors on a encore, enfin beaucoup, hein. Moi, je sais que ça fait longtemps que je passe aux médecines naturelles, même si bon bah des fois, effectivement, quand il faut prendre un médoc, je le prends. Je suis pas contre la médecine occidentale, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter. Heu et ça, c'est un réapprentissage, mais de plein de choses, quoi. Et avant tout, comme tu l'as dit, c'est, le premier apprentissage, c'est, écouter son corps. Le corps sait. Le corps sait ce qui est bon, le corps sait ce qui est pas bon et en fait, donc ça exige de débrancher, le mental et en fait, en Occident, on fait totalement le contraire. On oublie le corps et on ne fait que penser à travers, le prisme du mental. Tout à fait, écouter son corps et aussi écouter donc ses émotions Mmh. et également les autres, ce qu'on nous apprend pas bien à l'école notamment, parce que tu parlais d'éducation, c'est de savoir écouter. Et ça, en fait, ouais, je sais que quand j'étais petite, j'avais beaucoup de mal parce qu'on me l'avait jamais appris. Et alors, je voulais toujours parler, mais j'étais pas timide. J'étais au contraire plutôt, je prenais plutôt beaucoup de place, jusqu'au jour où j'ai senti qu'il y avait aucune fluidité dans mes échanges, et donc j'étais déconnectée des autres, et donc je me sentais seule intérieurement. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais est-ce que déjà tu écoutes l'autre, ce qu'il a à dire, avant de vouloir répondre, en fait? Mmh. Et ça, c'est hyper important, justement pour, gérer des conflits en entreprise ou savoir comment orienter, certaines personnes. Je pense Oui. que et c'est quelque chose qu'on devrait bien sûr nous apprendre, dès le plus jeune âge, ouais. Alors pour revenir justement à la peur du manque de ressources, parce que je suppose que tu dois aussi financer tes expéditions. Alors, comment tu arrives à trouver suffisamment de ressources? Quelles ont pu être les guidances finalement qui t'ont amené à trouver des réponses donc sur le plan matériel?
Mais justement, en fait, à partir du moment où j'ai trouvé, donc j'ai commencé à donner des conférences en entreprise, je faisais des fois des formations aussi, de plusieurs jours pour les entreprises aussi. Ça me permettait, de voilà, de d'avoir de nouveau de l'argent de côté, sachant qu'en plus, comme j'avais fait ce choix de vivre en Pologne, la vie était vraiment très peu chère. Donc je dépensais quasiment rien et quand j'avais de l'argent de côté, je le consacrais à mes voyages. Après, je sais qu'il y a certains voyages au tout départ, il y a beaucoup de bourses, hein, qui existent, pour voyager. Donc ça, c'est quelque chose que j'invite, hein, à regarder sur internet, les différentes bourses qu'on peut obtenir, pour le voyage. Ce qui m'a aidée aussi, là, j'ai vraiment vu un point de bascule pour pouvoir financer mes voyages. Oui, enfin, il y a un autre point aussi, c'est que je trouvais, du mécénat. J'ai créé une association, qui me permettait en fait, d'avoir, du mécénat d'entreprise où je proposais un projet et en échange, justement, en échange de leur participation, je donnais, des interventions, pour les employés, gratuitement à mon retour. Et donc ça a été pareil un vrai apprentissage de savoir comment, proposer un projet, à une entreprise. Et comme je dis, enfin ce que je voulais dire tout à l'heure, le point de bascule que j'ai vu dans mon activité, ça a été, à partir du moment où j'ai écrit mon premier livre. Donc le premier livre, je l'ai écrit, je crois en 2000. Enfin, il a été publié en 2015, donc 4 ans après que j'ai commencé à voyager. Et ce premier livre m'a permis d'avoir, une visibilité médiatique que je n'avais pas avant. Et là, j'ai vraiment vu, parce qu'avant, c'était vraiment un parcours du combattant, et même des gens qui remettaient en question, ma parole, quoi, qui voulaient pas croire que j'avais fait ce que j'avais fait. Enfin, c'était quand même, ça c'est encore un autre problème, quoi. En plus, Ah venant oui, d'une d'accord. fille, d'une femme, enfin, je suis désolée, il y a quand même de la discrimination. Bien Et sûr, donc, non mais c'est vrai. moi, je l'ai vraiment vécu, mais vraiment, hein, je me dis: «Mais c'était fou, quoi». Les gens voulaient même pas croire que j'étais dans l'armée avant, enfin, c'était dingue. Et en fait, ce qui est complètement dingue aussi, ça c'est dans l'autre sens, c'est donc j'ai écrit mon premier livre, donc il a été publié, où là je raconte mon histoire de changement de vie, donc ma vie d'avant dans l'armée et mon premier voyage en Sibérie et en Alaska, avec comme point de bascule, la mort de mon père. Et en fait, ce livre, non seulement, comme j'ai dit, m'a permis d'avoir une certaine visibilité médiatique, donc publique, mais en fait m'a apporté la crédibilité. Et ça, il faut le savoir, notamment, tu en parles de ce monde occidental qui est complètement centré sur l'apparence. Bah, en fait, il faut le savoir, écrire un livre, ça permet, c'est complètement dingue, mais d'asseoir sa crédibilité. En fait, on ne change pas nous-mêmes, mais le livre change l'image que les autres ont de nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment important de le savoir. C'est un levier, qu'on peut utiliser dans ce monde justement, occidental qui est hyper basé sur l'apparence, quoi. Et alors comment tu t'es lancée justement pour écrire ce premier livre? Parce que pour pouvoir le publier et qu'il soit diffusé, de manière, enfin assez large, alors que de base tu n'as pas encore justement, une image crédible dans ce monde occidental. Comment as-tu fait pour, voilà, pour te faire publier et donc te faire connaître? Alors ça a été compliqué encore une fois, parce que moi je venais pas du tout, il faut savoir qu'en France notamment, il y a un vrai milieu littéraire et quand on n'est pas issu du milieu, c'est vachement compliqué, c'est très compliqué de trouver un éditeur. Après, je dirais, aujourd'hui, ça a un peu changé parce que je me suis rendu compte, les gens, par exemple, qui ont une grosse communauté de réseaux sociaux, ça va être beaucoup plus facile parce que les éditeurs, ils vont se dire, la personne va pouvoir faire la promotion du livre elle-même. Donc du coup, ça, c'est quand même un gros plus pour trouver un éditeur. Moi, ça n'était pas le cas parce qu'en plus, à l'époque,
Les réseaux sociaux étaient déjà actifs, mais moi je les utilisais pas du tout. Donc je devais avoir, je sais pas, peut-être 500 personnes qui me suivaient sur mon compte public Facebook. Donc ça n'a pas du tout été par là que j'ai pu trouver. Et en fait, c'est là, en fait, c'est peut-être un autre aspect que tu abordes dans les podcasts, le fait de vraiment croire en soi. À un moment, je me suis dit, j'avais que des refus. En fait, j'ai envoyé mon livre à droite à gauche. À chaque fois, on disait mais non. Il y a des gens qui me disent non, il y a pas d'histoire, c'est pas intéressant. Enfin, et je me souviens, il y a eu un switch à un moment. Je sais que mon livre avait été refusé par Flammarion. Et, euh, je me suis dit, et je me souviens encore, là, j'étais en train de marcher dans la rue, je me suis dit, non, mais mon livre va exister. C'est impossible qu'il n'existe pas. L'histoire, elle est là. L'inspiration, elle est là. Et je me dis, je vais trouver, quoi. Et vraiment, mais j'ai eu cette sorte d'élan, de confiance, de foi, même, je dirais, plus fort que la confiance. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que, je sais pas, mais après ça s'est enchaîné, mais peut-être un mois plus tard et peut-être même moins, je rencontre. Donc là, j'étais en France, j'étais à Paris. Je venais tout juste de revenir en France. Je rencontre un gars qui est dans le milieu du théâtre, qui travaille dans le théâtre. Et puis je me suis dit, bon, puisqu'il est dans le milieu artistique, peut-être qu'il connaît un éditeur, on sait jamais. Et en plus, c'était quelqu'un qui était très visuel. Et je me suis dit, je vais lui faire, parce que je venais de terminer mon manuscrit, hein, j'avais terminé d'écrire mon livre, donc j'avais écrit comme ça, toute seule, quoi, sans avoir aucun regard extérieur. Et donc je lui dis, est-ce que tu peux lire mon manuscrit, comme ça tu me diras, justement, si l'histoire tient la route, puisque tout le monde me disait le contraire. Et en fait, ce gars-là, il m'a dit mais ton histoire, elle est géniale, quoi. C'est un film, il faut absolument que tu trouves un éditeur. Et il s'avère que lui, il venait juste de rencontrer un éditeur. C'était un petit éditeur, un éditeur indépendant, mais il m'a dit écoute, je te promets rien, mais tout ce que je peux te promettre, c'est que je le vois et je lui file ton manuscrit. Et il l'a fait. Et une semaine après, l'éditeur m'appelle en me disant il y a rien à changer, on le prend tel qu'il est. Et donc 5 mois plus tard, il a été publié. Voilà l'histoire. Incroyable. Ouais. Incroyable comme la vie, elle peut nous offrir rien qu'avec une rencontre. Alors en plus, il venait juste de rencontrer cet éditeur-là, quoi. Tout Ah s'est bien oui. synchronisé. Non, mais c'était fou et c'est vrai quoi, c'est à peine croyable. Mais moi, des fois, tu vois, quand je repense à cette histoire, parce qu'après les choses n'ont pas été aussi faciles, je dirais, si même mon deuxième éditeur, ça a été une rencontre aussi hallucinante, mais c'est incroyable. Et en fait, tu vois, le switch justement quand tu parles de ces basculements intérieurs, je l'ai senti en moi en fait à partir du moment où je me suis dit non, je vais trouver quoi. Mais c'était même pas, il y avait pas de doute. Je me suis dit cette histoire, elle va exister. C'est pas possible qu'il y ait personne qui voit que il y a pas d'histoire justement parce qu'on me l'a dit. On m'a dit mais il y a pas d'histoire. Enfin, c'était dingue quoi. Et je dis mais c'est pas possible. Et j'ai cru à mon livre, j'ai cru à mon histoire. Et c'est à partir de là où les portes se sont débloquées. Et aussi, je dirais, le deuxième levier, ça a été d'oser demander. Parce que si j'aurais pu rencontrer ce gars du théâtre, et puis si j'avais pas osé, j'aurais rien demandé en me disant, de toute façon, ça sert à quoi? Il va me dire la même chose. Non, en fait, il faut foncer. Il faut ouvrir les portes, même si on pense elles vont être fermées. Parce qu'au pire, des refus, moi, je m'en suis pris des centaines. Mais au pire, le mec, il va dire non et il s'en fout. Et alors? C'est pas grave, au moins on a essayé quoi. Ben bien sûr. Non, c'est bien sûr qu'il faut oser. Ça, c'est justement, c'est ce qui nous rend illimités, le fait d'oser et le fait d'avoir l'audace d'y aller sans avoir d'attente. Alors souvent, on se dit que de toute façon ça va pas intéresser, etc. Et puis, mais comme c'est trop tard, on a déjà osé. En fait, la Oui, roue est déjà en marche. ouais, oui, oui. Et puis ça, Donc, c'est tout. Les mécanismes qu'on dit, c'est un moment, si on veut que quelque chose nous revienne, qu'on parle de la vie, de l'univers ou quoi que ce soit, il faut un moment, il faut bien qu'on émette une impulsion. Et c'est cette impulsion, c'est le fait d'agir, de demander, de croire. Croire, c'est une énergie.
de penser qu'on va y arriver. Il faut émettre un moment quelque chose. C'est une mise en mouvement de soi. Bien sûr, oui, oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la loi d'attraction. Donc poser une intention, c'est important, bien sûr, mais il faut aussi actionner Ouais, l'intention. Il faut quand même se lever, écrire 2-3 mails. Bon, voilà. ouais, ouais. C'est pas juste, ça va pas tomber du ciel, effectivement. Exactement, je crois que c'était dans un livre, c'est un mystique qui s'appelle Ivanov, je crois. Il donnait l'exemple, donc il parlait justement de ça, de la puissance de l'intention, du désir qui est vrai, qui existe. Mais il disait, imaginez, vous voulez boire un thé sucré. Vous avez votre tasse de thé et le sucre à côté. Il dit, donc il dit, vous pouvez avoir le, le, le pouvoir, enfin un désir ou une intention hyper puissante de mettre le sucre dans votre thé. Il dit, honnêtement, ça va être beaucoup plus rapide de prendre le sucre et de le mettre vous-même dans votre thé, quoi. Et Tout c'est ça, à quoi. fait, exactement. C'est qu'à un moment, bon, on reste des êtres physiques, enfin voilà, dans ce monde matériel, donc ça marche aussi d'agir. Exactement, tout à fait. Hem Et alors, j'aimerais bien qu'on aborde maintenant le sujet du trek que tu as fait donc, en Turquie. Mhm. Hem Et à ce moment-là, alors, quelle a ét quelle était ta quête de sens sur ce trek-là? Quand je pars en Turquie, je pars sur les pas de Rumi, le poète soufi, le poète persan soufi, Rumi. Et en fait, je fais ce voyage pour découvrir sa spiritualité. Donc, en fait, il y avait un chemin qui venait d'être créé, qui partait d'Istanbul et qui allait jusque Konya. Konya, qui est la ville où a été enterré Rumi. Donc, où justement on peut se recueillir sur lui. Et donc, je partais sur ce chemin à pied, seule, dans cette intention. D'accord. Et donc, tu as fait une très mauvaise rencontre, heu, sur, ce chemin-là. Est-ce Oh, que ouais. tu peux nous en parler? Oui, oui, en fait, j'étais quasiment arrivée à la fin du chemin et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que ce chemin, donc j'avais déjà marché pendant un mois. Je me disais: «Bon, c'était bien, j'ai rencontré des gens très sympas, mais c'était pas non plus, l'illumination, je dirais, quoi. C'était pas le chemin qui m'a fait le plus vibrer dans tout ce que j'ai parcouru et limite, je me dis: «Finalement, il se passe pas grand-chose sur ce chemin intérieurement». Mais c'est vrai, en fait, aujourd'hui, je le dis en riant, mais ça m'a pris du temps quand même pour prendre le recul par rapport à ça. Et 2 jours après, donc je me souviens encore, j'ai cette réflexion, je me dis bon, finalement, bon, ce chemin il est sympa, mais sans plus. Et 2 jours après, donc je me retrouve au sommet d'une montagne en Anatolie centrale, qui est une des régions les plus isolées de Turquie, qui est pas du tout un coin touristique, contrairement aux côtes turques par exemple. Et un matin, donc je suis sur le sommet, je suis en train de regarder le soleil se lever depuis le sommet de la montagne. Il est 6h30, 7h, il est très tôt et il y a une personne qui apparaît. Je sais pas ce qu'elle veut et là je sens que il y a un truc qui va pas, mais les choses vont très vite et au moment, en fait, je descends de la pierre parce que j'étais en équilibre sur une grosse roche et lui il est apparu comme ça, donc il fallait descendre de la roche, des gros rochers en fait pour que je puisse continuer le chemin. Donc il descend devant moi et au moment où on pose les pieds sur l'herbe, sur le sol de nouveau, donc il me tend la main pour me dire au revoir, le truc, je dirais logique, enfin normal. Et en fait, au moment où je lui serre la main, il se jette sur moi et il m'étrangle en fait. Il va m'étrangler plusieurs fois et essayer de me violer. Et par miracle, parce que pour moi c'est un véritable miracle, j'ai réussi à m'en sortir, à me sortir de la sidération parce que j'étais complètement figée par le traumatisme et la violence de l'acte. Bien sûr. Et à un moment, j'arrive à me défendre, à le repousser et à m'enfuir.
Et en fait, donc je cours, je m'enfuis et en fait, il me poursuit pas parce que je pense que là, c'est lui qui a paniqué en se disant, bah finalement, il a réussi à partir. Et l'autre miracle, c'est que je tombe sur donc une cabane de berger, je frappe, je rentre à l'intérieur parce que j'étais totalement tétanisée à l'idée d'être à l'extérieur. Et en fait, il y a une jeune femme qui dort dans cette cabane de berger puisqu'il est très tôt le matin. Et cette jeune femme est belge, donc elle parle français et elle va m'aider à appeler les secours et ensuite à faire l'interprète toute la journée avec les gendarmes turcs pour qu'on puisse retrouver mon agresseur. Donc voilà, ça a été un événement hyper traumatisant. J'ai été rapatriée ensuite en France. Donc j'ai été brisée mentalement, émotionnellement, psychologiquement et physiquement aussi parce que il y a eu cette violence dans la lutte et dans l'étranglement puisqu'il m'a étranglée 3 fois quand même. Et en fait la question après, enfin c'était terrible parce que moi qui croyais énormément avant ça, donc ça faisait 7 ans que je voyageais seule avant que ça m'arrive. Il m'était jamais rien arrivé, donc j'avais tous ces discours sur la puissance de l'intuition, écouter son ressenti, etc. Et en fait, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est je me suis plantée, donc en fait, je me sentais non seulement coupable de ce qui m'était arrivé, mais j'avais cette forme de honte aussi qui est arrivée spontanément. C'est pas quelque chose qu'on provoque, c'est des sentiments qui arrivent et qui sont terribles. En plus d'avoir la colère et la haine contre mon agresseur qui avait brisé en fait qui j'étais, qui avait brisé mon innocence, l'innocence avec laquelle je voyageais jusqu'alors, parce que je voyageais toujours avec cette ouverture du cœur. C'est ce qui m'a amené justement à vouloir aller sur les pas du poète Rumi, dont le message est un message d'amour. Et là, je me suis sentie extrêmement mal, quoi, mais vraiment. Mmh. Et justement, tu disais que du point de vue de l'intuition, tu n'avais pas bien senti ce trek, il me semble. Ouais, en fait, c'est après coup, de toute façon, c'est forcément après coup qu'on se rend compte que quand j'y suis partie, en fait, contrairement à tous mes autres voyages, où vraiment je pars parce que j'ai un élan, où j'ai une vision qui m'apparaît en méditation, qui va m'orienter clairement vers une destination. Le voyage en Turquie, quand je dis que j'ai voulu suivre les traces du poète Rumi, ça m'intéressait en fait de découvrir le soufisme, qui est la mystique, le côté mystique de l'islam. Et le poète Rumi a écrit de très très belles choses justement sur l'amour. Mais je dirais que ça m'intéressait d'un point de vue rationnel. C'est-à-dire que j'y allais en me disant, tiens, j'ai envie de m'ouvrir à ça, j'ai envie de découvrir cette philosophie. Mais j'y allais pas sur un vrai élan du cœur. Et je pense, mais après ça je le dis après coup, je pense qu'effectivement, c'était pas. Enfin, en même temps, je suis partagée là-dessus. Je me dis qu'en même temps, j'étais pas forcément totalement enthousiaste, mais j'y allais quand même, et ça s'est bien passé jusqu'à cet événement, quoi. Sauf que c'était pas vraiment euh, le la grande joie que j'ai pu éprouver à d'autres voyages, mais ça allait, quoi. C'était du ni plus ni moins. Mais en même temps, je me dis, cet événement aussi, il a pris du sens avec le temps parce que ça m'a permis d'orienter mon regard sur la condition de femme, sur les blessures du féminin, mais également du masculin, qui font que certaines personnes arrivent à des actes aussi extrême et haineuse, parce que moi c'est ce que j'ai ressenti de la part de cette personne, c'est beaucoup de colère et de haine envers moi, sans raison, enfin sans raison apparente, quoi, sans raison consciente du moins. Et donc je me dis quelque part, est-ce que je vais y aller, est-ce que je vais pas y aller, enfin ça c'est la grande question. Enfin il y a plus trop de distinction entre finalement cette expérience m'a ouvert à d'autres choses, et notamment au voyage que j'ai fait après au Chili, qui a été juste extraordinaire, où c'est un voyage où j'ai marché aussi pendant plusieurs mois. Et ce voyage m'a recousu, m'a réconcilié avec moi-même. Donc, j'ai marché depuis Santiago du Chili jusqu'en Patagonie.
Et en fait, quand je marchais au Chili, je me dis, mais j'ai vu, voilà, des paysages d'une beauté hallucinante, et d'une force, d'une puissance hallucinante avec ce pouvoir de la nature, ce pouvoir guérisseur de la nature que j'ai vraiment expérimenté au Chili, dans les Andes. Et donc quand j'étais là-bas, je me disais, bah, finalement, si j'avais pas vécu ce qui s'était passé en Turquie, je n'aurais jamais vécu enfin, justement, ce voyage extraordinaire au Chili. Donc, et c'est là, en fait, il n'y a plus trop de frontières entre est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est juste que ça est, Tout à fait. point. Et, Mmh. et donc, est-ce que j'ai pas écouté mon intuition ou pas? Je sais pas. En fait, je peux pas répondre à cette question. C'est qu'effectivement, il y avait pas cette sorte d'intuition forte qui me dit, ouais, je vais vivre un truc extraordinaire en Turquie. Bon, on va dire que c'était extraordinaire, mais dans l'autre sens, hein, dans l'horreur. Mais en même temps, ça m'a ouvert après coup à quelque chose d'extraordinaire qui est le chemin que j'ai vécu par la suite et que je poursuis aujourd'hui, qui est un chemin de guérison, de résilience, où je me suis tournée vers d'autant plus vers des méthodes comme la méditation et le yoga pour guérir par le corps. Et donc là-dessus, bah, c'est là que la vie, malgré tout, et ça on peut le comprendre qu'après coup, parce que sur le coup, moi j'avais plus aucune confiance en quoi que ce soit et encore moins en mon chemin, mais après coup, je me suis dit bah, que oui, il y avait un sens à tout ce qu'on vivait, y compris dans nos souffrances, et le hasard n'existe pas. Donc le voyage au Chili, dans les Andes que j'ai fait, qui était juste extraordinaire d'un point de vue de ces enseignements, de la beauté des paysages, mais également, enfin, le plus grand enseignement que la traversée des Andes m'a transmis, c'est la force et la puissance guérisseuse de la nature. C'est-à-dire qu'au contact des éléments, au contact des volcans, au contact du vent, de la mer, des glaciers, de la terre, des forêts, j'ai pu me reconstruire, j'ai pu me vider de la colère, de la haine, et j'ai pu retrouver un point important qui était l'amour de ce que j'étais en fait, et me pardonner, et pardonner non pas à mon agresseur, parce que ça c'est quelque chose dont je ne suis pas capable, mais pardonner à la vie, et retrouver confiance en la vie. Et c'est à partir de là où je me suis rendu compte que finalement, ce qui m'est arrivé en Turquie m'a permis de m'ouvrir à ces enseignements que les Andes m'ont transmis. Et, euh, et c'est là que je me suis dit que non seulement, et ça on peut le comprendre qu'après coup avec le recul de l'expérience, non seulement il y a un sens à ce que nous vivons, y compris dans les souffrances et dans ces événements terribles, mais aussi que le hasard n'existe pas. C'est que si les choses arrivent, qu'elles soient extraordinaires au sens de la joie et de la beauté, mais également dans la souffrance, c'est que il y a une raison pour lesquelles ça arrive, et que ça nous permet en fait d'ouvrir les yeux sur des parties de nous-mêmes qu'on ignorait jusqu'alors. Bien sûr, oui, ça nous permet de tout simplement d'évoluer, en fait, et de se rendre compte qu'on est un, et qu'il n'y a pas finalement je dirais, d'échecs ou de réussite de certains trails ou de certains, enfin pour ceux qui ont des vies plus conventionnelles, donc de certains travaux, que il n'y a finalement que des expériences agréables et désagréables qui nous apprennent des choses Oui, finalement. Puisque le socle de la vie, ce que tu dis là, au contact de la nature, du vent, des glaciers, finalement, ça, c'est de réapprendre un milieu. Et je pense que ça, c'est la meilleure des thérapies, une des meilleures. oui, oui, enfin moi en l'occurrence, ma thérapie pour guérir, parce que ça a été un processus de guérison, ça a été la marche et au contact de la nature, des éléments. Parce que finalement, mais d'ailleurs c'est ce que nous enseignent les chamans, eux aussi marchent beaucoup.
et pas après pas. Il y a d'ailleurs ces danses chamaniques qu'on peut trouver en Amérique du Sud ou en Afrique ou en Sibérie. On les voit danser autour du feu et faire ces pas, enfin ces pas de danse, mais très rythmés. Et on voit bien qu'il y a une transmission d'énergie, et en même temps qu'on transmet l'énergie, on reçoit l'énergie de la Terre. Et c'est pour ça que cette marche, elle a été fabuleuse au sens où je sentais que pas après pas, je me vidais, je me purifiais énergétiquement, c'est-à-dire que je me vidais de ma colère et de ma haine pour me nourrir d'autres choses et de ce soutien que m'apportait la terre, le sable volcanique ou même la boue, même si c'était galère à travers les forêts. Mais en fait, à un moment, je me souviens, j'étais carrément à quatre pattes au sol dans une forêt parce que je devais ramper en dessous des arbres morts, en dessous des bambous, parce que je pouvais pas les franchir. Et bien sûr, c'était dur physiquement, mais en fait en avançant aussi lentement, mais aussi connecté aux éléments et à la terre. Là, j'ai senti qu'elle me nourrissait et en plus j'ai senti qu'elle me guidait, en plus de me réparer et de me recoudre. Ah, c'est beau. Merci Linda pour ce témoignage. Euh, et alors, donc on approche vers la fin du podcast. Quel serait donc ton challenge actuel, le risque que tu souhaiterais prendre aujourd'hui et par quoi es-tu potentiellement freiné? Le risque, le risque, c'est de transmettre, parce qu'en fait, quand on transmet, j'apprends à devenir enseignante, et notamment par rapport à mon expérience et puis les techniques, ce que je pratique depuis des années, la méditation et le yoga. Et quand je dis c'est un risque, parce qu'en fait, on se sent jamais prêt. Surtout quand ça touche à ce qu'il y a de plus profond en soi, les blessures, parce que je veux accompagner les gens qui ont également vécu des traumatismes, et on est très 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 nombreux, si ce n'est tous, à porter des blessures qu'on a nous-mêmes de cette vie, de nos vies antérieures ou qui nous sont Bien sûr. transmises de nos parents, nos grands-parents, avec le transgénérationnel. Et, euh, et, je, et en fait, ouais, on se sent jamais prêt parce qu'on se dit est-ce que je suis légitime ou pas. Enfin, c'est le fameux complexe de l'imposteur. Tout à fait. Et donc, pour moi, ouais, c'est en me disant mais oui parce que en fait, je me suis dit à un moment, c'est la métaphore de la montagne, c'est que certes, je suis pas arrivée au sommet. Je pense qu'on n'arrive jamais au sommet, mais j'ai pris un chemin, donc je suis déjà sur mon petit bout de chemin et j'espère embarquer les gens et pouvoir les guider déjà sur le chemin sur lequel je suis engagée. Et donc voilà, c'est mon risque de pouvoir transmettre et accompagner les personnes dans ce chemin de la réconciliation. Mm. Bah, en tout cas, tu nous transportes là actuellement. Je pense que tous ceux qui nous écoutent vont le ressentir, mais moi, je me sens extrêmement inspirée. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et alors, une question que je pose toujours, donc en fin de podcast, penses-tu que nous sommes illimités? Oui. On l'est de nature, c'est notre nature profonde, sauf que et ça on peut le voir. Enfin moi je me souviens, je sais pas, mais je pense que sans doute que tu as fait ça quand j'ai eu une expérience avec l'ayahuasca quand j'étais en Équateur et en fait c'est le message que m'a transmis la plante et me connecter, c'était aussi mon intention en fait, savoir connaître ma véritable nature et je l'ai senti en fait à quel point j'étais illimitée, et nous le sommes tous, mais à quel point nos croyances sont d'autant de barrières, mais y compris notre corps lui-même est un contenant limité. Et, Oui, euh, tout et à en fait, fait. oui, on est illimité, mais voilà, c'est parce que on vit cette expérience terrestre qui, par essence, par nature, est limité, et notre apprentissage, c'est d'aller, de se libérer, de se libérer. Ah, c'est beau. Merci beaucoup, Linda.
pour cet épisode et écoute, je ressens beaucoup d'émotions, donc merci vraiment à toi pour tous ces partages et ces enseignements qui sont magnifiques. Merci Et beaucoup. voilà, j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup, Anaïs. Retrouvez les Destins Flottants sur Instagram et Facebook. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Quelque chose qui me tient à cœur également, n'hésitez pas à me partager les croyances limitantes que vous pensez avoir. Nous pouvons en discuter. Merci infiniment. À bientôt.